Voilà, on a 6 participants. Je propose qu'on commence rapidement. Alors, quand on a commencé à travailler et à échanger sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ça m'a tout de suite fait penser au film Hibernatus. Ah, avec Louis de Funès. Exactement, qui m'a profondément marqué. Et vraiment, ça m'a paru dingue de se dire qu'on était à l'époque, maintenant, où on pouvait connaître, expérimenter, faire de la recherche autour de la cryopréservation qu'on va évoquer lors de ce live. Et de façon plus générale, on va évoquer la question de l'angoisse de la mort. Voilà. Avant de rentrer dans le sujet, je vous rappelle simplement que la semaine prochaine aura lieu le live questions-réponses psychiatrie, addiction et santé mentale, auquel Isabelle Jacquet, psychiatre à la PHM, participera. Elle répondra à toutes vos questions sur ces sujets très larges. Voilà, donc rentrons rapidement dans le sujet, puisqu'on a déjà 7 participants. Eric, merci d'être là, de nous avoir proposé cette super thématique. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors très succinctement, je vous rassure. Hein. Donc, je suis médecin à la PHM, médecin psychiatre à la PHM, dans le service du professeur Lançon, donc à l'hôpital Sainte-Marguerite, sur la planète Marseille, où on se trouve en ce moment. Voilà, donc, et je suis aussi chercheur à l'Institut Fresnel. Donc, l'Institut Fresnel, c'est un institut en fait d'optique, donc on l'utilise parfois pour l'imagerie cérébrale, parce que ça nous intéresse de voir ce qui se passe dans le cerveau des patients quand ils ont des troubles mentaux, et si les traitements sont efficaces. Donc voilà, en dehors de la réalité virtuelle, qui est vraiment ma spécialité pour traiter les patients, donc je suis beaucoup intéressé à l'anxiété de la mort, parce que c'est très fréquent, on voit beaucoup de patients qui souffrent d'anxiété de la mort, et aussi en tant que médecin à la cryopréservation. Donc pourquoi je peux parler de tout ça pour la partie sur l'angoisse de la mort, parce que je vois des patients et parce que je suis psychiatre, et pour ce qui est de la partie sur la cryopréservation, pourquoi je peux en parler? Parce que en tant que médecin, je suis parti à Berlin, et je suis parti en Suisse pour me former au premier geste de cryopréservation auprès de médecins. Donc d'autres médecins m'ont formé à Berlin et en Suisse, donc à RAFS en Suisse, précisément à Tomorrow Biostasis, qui est une des compagnies en fait de cryopréservation, qui m'a formé au premier geste de cryopréservation pendant plusieurs jours, donc, afin que je puisse pratiquer moi-même les premiers gestes de cryopréservation sur une personne qui a fait un arrêt cardiaque et qui a fait le vœu, bien sûr, le désir, le vœu de se faire cryopréserver. Donc c'est pour ça que je peux vous parler de ces deux aspects aujourd'hui et répondre à vos questions dans la mesure du possible, bien sûr. Tu es également chercheur. Voilà, et chercheur à l'Institut Fresnel, comme je l'ai dit. D'accord. Et à la PHM, la faculté, tu conduis des recherches sur la réalité virtuelle et d'autres sujets? Alors pour la réalité virtuelle, effectivement, à la PHM, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on traite des patients qui ont un trouble mental en réalité virtuelle, mais aussi donc on fait de la recherche, donc des études cliniques pour démontrer si les environnements virtuels spécifiques peuvent fonctionner. Donc là, par exemple, est-ce que la réalité virtuelle fonctionne pour traiter les addictions au tabac, etc. Très bien. Avant de rentrer dans le sujet de la cryopréservation, peut-être qu'on peut parler de l'angoisse de la mort. D'abord, c'est quoi l'angoisse de la mort? Est-ce qu'elle est fréquente? À partir de quel moment on doit s'inquiéter quand on pense à la mort? Moi, j'y pense très souvent, j'ai l'impression. Est-ce que c'est un problème, pas un problème? Alors, non, c'est normal de penser à la mort, hein, de toute façon, puisque ça concerne la majorité. Vous voyez, je ne dis pas la totalité, hein, pour vous montrer à quel point on commence à changer de paradigme. Mais pour l'instant, ça concerne la majorité des personnes qui vont devoir donc, y faire face. Déjà, pour répondre à ta question précisément, donc, il n'y a pas eu d'études de prévalence sur la fréquence de l'anxiété de la mort en Europe, mais il y en a eu aux États-Unis. Et aux États-Unis, l'anxiété de la mort donc, a une fréquence de 29%. Ça veut dire que près d'un tiers des personnes ont une anxiété de la mort. Alors, c'est quoi la différence entre y penser, comme tu l'as dit, parce que tout le monde y pense, j'y pense, tu y penses, etc., et le fait d'avoir une anxiété de la mort? C'est quand ça devient gênant. C'est-à-dire quand tu y penses de temps en temps et que ça ne te fait pas souffrir, bon, ça peut te rendre un peu triste ou ça peut t'inquiéter un peu, mais c'est tout. Et puis tu n'y penses plus et que tu y penses que de temps en temps, là, pas de problème. Mais si par contre, tu y penses tous les jours, c'est très fréquent et ça commence à te faire souffrir mentalement, là, on rentre dans le domaine d'un trouble mental, d'un trouble anxieux. Et là, c'est vraiment l'anxiété de la mort qui porte aussi le nom de thanatophobie. C'est ce que vous trouverez dans la littérature. Donc, et ces 29% dont je parlais aux États-Unis, donc il n'y a pas de mesure en Europe, sauf sur des populations particulières, comme des personnes très âgées ou des personnes porteurs de cancers terminaux.
Il n'y a pas d'études de la population générale en Europe. C'est pour ça aussi que c'est cette question épidémiologique qui m'intéresse. Voilà. En tous les cas, on soit des patients qui ont aussi peur de la mort, hein, qui ont un trouble anxieux, donc un trouble de l'anxiété de la mort ou une thanatophobie, qu'on traite. Voilà. Avant que je continue, comment est-ce que tu voulais faire? Est-ce qu'on entend les questions? Est-ce que je continue sur ma lancée? On va un petit peu continuer sur la lancée, le temps qu'on ait plusieurs questions. Il y a déjà Julio qui nous en pose une à laquelle on va répondre. Mais on peut déjà continuer un tout petit peu sur l'angoisse de la mort. Peut-être que les personnes ne se rendent pas compte en fait que leur angoisse provient de leurs idées, de leurs pensées autour de la mort. Et peut-être qu'ils se disent que ça vient d'autre chose en fait. Alors, quand est-ce qu'on doit faire comment on peut faire la distinction entre ce qui relève d'une angoisse de la mort véritablement et ce qui relève d'autres choses ou d'autres problématiques dans la vie qu'on peut rencontrer, d'autres difficultés? Ce que tu viens de dire, c'est une des façons qu'ont les personnes de gérer l'anxiété de la mort, de faire du déplacement. Mais ça, on va en parler. Il faut d'abord bien dire que nous avons la chance d'avoir un cerveau très évolué, le plus complexe en fait de notre planète, qui a permis donc aux êtres humains d'être bâtisseurs de civilisation. Mais donc à la fois on a cette capacité, les humains ont cette capacité à créer, à innover, à bâtir, et ont un niveau de conscience très élevé. Mais le prix à payer, c'est que cette conscience nous fait aussi prendre conscience de notre disparition future, de la mort, de l'arrêt de l'ego, de l'arrêt de l'existence. Donc il faut à la fois profiter de la vie, bâtir, créer, mais tout en ayant conscience que pourtant, donc, on va disparaître, on ne va plus exister. Donc là, on voit qu'il y a une dissonance cognitive. Comment être heureux, comment profiter de la vie, en sachant qu'un jour, mentalement, dans le futur, on va disparaître, on va mourir, on ne va plus exister. C'est cette dissonance cognitive que justement il va falloir gérer et que le cerveau, donc nous apprenons à gérer de différentes façons. Donc, comment gérer? Donc, il y a des modèles théoriques qui expliquent ça. Comment on gère la mort en temps normal, enfin l'anxiété de la mort en temps normal. Ce que tu viens de dire, donc ce que tu as évoqué, c'est ce qu'on appelle une défense distale, c'est-à-dire une défense qui est liée à un mécanisme irrationnel. On va déplacer cette angoisse vers des objets. On voit des patients qui ont peur des couteaux. Pourquoi ils ont peur des couteaux? Parce que ce qui se cache derrière, c'est de l'angoisse de la mort qui s'est déplacée vers un objet symbolique, les couteaux. Ce déplacement est une des façons de gérer l'anxiété de la mort, première chose. Après, toujours dans cette défense distale, il y a d'autres façons de gérer la mort. La plus connue, vous la connaissez, c'est la religion. Le fait de croire en des dieux, donc Odin, Yahvé, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tezcatlipoca pour les Aztèques. Amaterasu pour les Japonais, Jésus-Christ pour les chrétiens. Donc la religion, le fait de croire en des dieux, en un au-delà, c'est une façon aussi de gérer la mort de manière distale. Hein, donc c'est irrationnel, puisqu'il n'y a pas de preuve concrète, pour l'instant, que les dieux existent. Et il n'y a pas de preuve concrète non plus. Je sais qu'il y a des témoignages, hein, mais il n'y a pas de preuve factuelle, je veux dire, hein, démontrée par les études que l'esprit peut exister sans le cerveau. Pour l'instant, c'est important en neurosciences, ça. Il faut se souvenir, notre identité, elle est rendue possible grâce aux réseaux neuronaux, donc l'ensemble des neurones qui créent un réseau, dans le cerveau biologique. Si votre cerveau est détruit, eh bien votre identité, vos souvenirs, votre personnalité n'existent plus. Vous pouvez le voir concrètement chez des personnes qui sont en Alzheimer ou qui ont un accident vasculaire cérébral très important. Quand une partie du cerveau significative a été détruite, eh bien vous le voyez, les personnes ne sont plus elles-mêmes. Elles perdent leurs souvenirs, elles perdent leur mémoire, leur comportement change, si vous en avez déjà vu. Elles deviennent agressives, alors qu'elles n'étaient pas avant, parfois vulgaires, parfois impulsives. C'est plus du tout la même personne. Quand vous parlez ainsi à l'entourage des personnes qui ont un syndrome frontal, elles vous disent « mais je ne reconnais plus mon mari, je ne reconnais plus ma compagne, je ne reconnais plus mon grand-père » parce que les dommages cérébraux sont tels que tout a changé. Et on voit bien ici concrètement la preuve que votre personnalité et votre identité dépendent de l'intégrité du réseau neuronal. C'est pour ça que donc on parlera en cryopréservation, la conservation du cerveau est de ce fait très importante. Donc l'intégrité et la conservation du cerveau est de ce fait très importante. En tous les cas, je continue un petit peu avant qu'on réponde aux questions.
Donc, il y a d'autres façons de gérer la mort. Dans la méthode distale, donc irrationnelle, c'est bien sûr de donner un sens à la vie. Voilà, je vais aider des personnes, je vais avoir un projet qui va faire avancer la société, je vais participer aux progrès sociaux, je vais participer aux progrès scientifiques. Il y a aussi la gestion par le héros. Je vais être un héros, je vais avoir une médaille en chocolat, on va mettre mon nom sur une statue, je vais avoir un tableau de moi dans une, je sais pas, dans une bibliothèque. Donc, c'est un peu une idée d'immortalité finalement, comme ça. Hein. Donc, c'est une façon de gérer aussi la mort, cette projection du héros, cette reconnaissance, le fait d'accomplir un geste qui peut durer au-delà des générations. Donc ça aussi, ça peut être une façon de gérer par des méthodes irrationnelles, parce que ça ne change pas le fait que vous allez mourir, hein, donc c'est irrationnel. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir réellement empêcher la mort. Hein. Voilà, mais c'est comme ça que vous la gérer. Après, vous avez des méthodes proximales, donc des méthodes où vous allez tenter de mettre un raisonnement. Donc là, ça demande un raisonnement, même s'il est biaisé, il y a un raisonnement qui va être bien sûr le déni. Moi, j'y pense pas. Ou la mort, non, non, je ne veux pas en parler, j'y pense pas. N'en parlons pas, n'en parlons pas. Voilà. Ou alors de se dire, d'avoir des projets de santé. Voilà, c'est vrai que je fume là en ce moment, je prends des risques, mais bon, j'ai prévu à Noël, hein, enfin au jour de l'an, d'arrêter de fumer. Donc comme ça, je serai en meilleure santé et j'écarte la mort possible par cancer des poumons. Ou alors le fait de l'être déjà. Voilà, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport tous les jours, donc je fais vraiment attention pour être en bonne santé. Je suis en bonne santé. C'est aussi une façon de repousser mentalement et de pouvoir en fait gérer cette anxiété ou cette angoisse. Donc si vous voyez, on voit bien qu'il y a des modèles théoriques qui expliquent bien avec ces deux systèmes de défense, proximaux, comme je l'ai dit, avec le déni, je suis en bonne santé, je me projette plus tard, etc. Où là, il y a tentative de raisonnement, mais qui est un sophisme, qui est biaisé, puisque de toute façon, il y aura la mort à la fin. Et d'un côté, donc, une défense distale qui va plus faire appel à la spiritualité, à la religion, au projet de reconnaissance, de participer à quelque chose de plus grand que soi. Voilà. Je n'ai pas dit les deux autres, c'est vrai d'ailleurs. Dans le distal, donc irrationnel, il y a aussi les enfants. Il y a des personnes qui pensent qu'ils vont être immortels, ils écartent la mort parce que leurs enfants vont continuer à vivre même s'ils ne sont plus là. Voilà. Alors qu'en fait, les enfants sont complètement différents de la personne, hein, c'est pas la même chose. C'est aussi une façon de pouvoir gérer l'anxiété de la mort. Donc, on voit bien que chacun a ses méthodes. Et le problème, c'est que pourquoi est-ce qu'on voit des personnes qui ont malgré ça, on l'a dit beaucoup, une angoisse de la mort, c'est parce que contrairement aux troubles anxieux classiques comme les phobies, par exemple une personne qui a peur de l'avion, donc on peut lui dire non mais l'avion c'est le deuxième moyen de transport le plus sûr du monde, on leur fait comprendre, on intègre ça dans la thérapie. Mais la difficulté ici, c'est que c'est une peur qui est justifiée. La mort va vraiment arriver. C'est pas comme un avion qui, dans la majorité des cas, va atterrir. Là, la mort va concerner la majorité, donc pas la totalité, je vais bien dire, mais la majorité en fait des personnes. Donc c'est une peur qui est rationnelle. C'est normal d'avoir peur de ça. C'est pas comme la peur des cafards, la peur des rats, la peur des avions, où là c'est pas rationnel, il n'y a pas un réel danger. Mais là, effectivement, ça a du sens. C'est pour ça que je propose, et on va en répondre à vos questions, en discuter, d'intégrer ce qu'il y a de nouveau, les progrès de la médecine, le transhumanisme, pourquoi pas, et également la cryopréservation dans la psychothérapie pour aider les patients à gérer comme ça leur anxiété de la mort. En leur disant, en résumé, on en parlera en détail, hein, qu'avec la médecine, peut-être qu'ils n'auront pas besoin de mourir. On va en parler. Hein. Et peut-être qu'avec la cryopréservation, ils auront une chance, j'ai pas dit une certitude, hein, mais une chance d'être réanimés pour continuer à vivre s'ils en font le choix. Voilà, en résumé. Ça donne de l'espoir, hein, mais ça suscite quand même pas mal de questions. On peut répondre aux questions même. Ouais, on a le temps. Deux types d'angoisse prépondérantes chez moi, l'angoisse de la mort et l'angoisse du rejet. Alors justement, ça renvoie à la remarque de tout à l'heure, hein, comment faire la différence entre l'angoisse de la mort et d'autres choses sur lesquelles on peut cristalliser ces angoisses et qui nous détournent finalement de cette angoisse de la mort, ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr, donc j'ai expliqué déjà pour l'angoisse de la mort, mais l'angoisse du rejet, c'est un peu familier parce que si pour vous, le fait d'être vu par les autres, le fait d'être accepté par les autres, c'est aussi le fait d'exister.
Vous voyez, on rejoint encore l'idée de gérer un peu la mort parce que j'existe, parce que les autres me voient, parce que j'ai un rôle dans la société, parce que je communique avec eux. Donc, si on a, évidemment, donc, si on est rejeté, si on se retrouve seul, sans que les autres pensent à vous, sans que les autres vous considèrent, c'est comme si, d'une certaine façon, vis-à-vis de la société, vous n'existez plus. Et ça se rapproche de la mort, le fait de plus exister. C'est pour ça que vous avez raison de poser cette question. Les deux sont apparentés. Et, euh, et donc, pour l'angoisse de la mort, on traiterait ça avec les notions que je vous ai indiquées. Et pour l'angoisse du rejet, on traiterait ça vraiment en thérapie cognitivo-comportementale, en travaillant sur les fausses idées, parce que vous n'êtes pas rejeté, il y a forcément des personnes qui vont vous apprécier pour ce que vous êtes. On est tous différents. Donc il y a des personnes qui vont pas vous apprécier, c'est vrai, mais des personnes qui vont vous apprécier pour ce que vous êtes. Et vous voyez tout de suite que c'est pas rationnel, qu'il y a vraiment des gens qui ne vous rejetteront pas parce qu'ils vous apprécient. Mais ça se travaille, ça, parce que je sais bien que je dis comme ça, en 30 secondes, mais bien sûr, il faut plusieurs séances pour bien faire rentrer ses idées, pour bien apprendre à modifier sa façon de penser, bien gérer un peu ses interprétations et ses émotions. C'est ce qu'on fait justement en thérapie cognitivo-comportementale. Toute phobie n'est-elle née d'une peur de la mort, selon moi? Euh, alors, je réfléchis à ce que vous dites, hein. C'est une bonne question. C'est vrai qu'on pourrait dire ça comme ça parce que d'où viennent vos peurs? D'où viennent toutes ces peurs? Elles viennent en fait de structures plus anciennes de votre cerveau, donc des structures plus archaïques, puisque je vous rappelle que vos ancêtres ont grandi dans des environnements hostiles, la jungle, la toundra, la taïga, où il y avait des animaux hostiles. Et donc ces structures provoquent l'anxiété dans un intérêt de survie. Donc vous avez raison, d'une certaine façon, ces phobies sont créées sont créées en fait, sont provoquées pas des structures plus archaïques de votre cerveau, en fait, mais aussi par l'implication de structures plus avancées de votre cerveau dans les erreurs d'interprétation, dans l'intérêt de la survie. L'anxiété existe et a été créée par l'évolution, dans l'intérêt de la survie de vos ancêtres, pour qu'ils puissent se reproduire et ainsi faire perdurer l'espèce. C'est juste que maintenant, du fait de votre cerveau très complexe, des personnes vont avoir de l'inquiétude ou de l'anxiété sur des sujets qui ne sont pas réellement, objectivement dangereux, mais vous les considérez comme dangereux. En tout cas, ça rejoint l'idée de la survie, donc l'idée de lutter contre la mort pour survivre. Donc oui, d'une certaine façon, vous avez raison, il y a un lien. Très bien. Alors, je crois que c'est un compliment, quelqu'un qui est très heureux de vous revoir et qui a débuté un traitement contre la phobie avec vous. Problème, j'ai rencontré un traitement qui m'a arrêté mes phobies en plein milieu de l'expérience. Ah, mais c'est fantastique, et tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Je serais bien curieux de savoir quel traitement. Est-ce que c'est de l'EMDR? Est-ce que c'est un traitement médicamenteux? Est-ce que c'est d'autres formes de thérapie? N'hésitez pas à le mettre parce que votre réponse m'intéresse. Et tant mieux pour vous, je suis très content. Bon, tout ça, c'est une série de remarques de Julio de Mars. Merci pour toutes ces remarques et toutes ces questions. On va essayer de prendre Des questions qui sont. d'autres questions. Est-ce qu'une fois l'angoisse de la mort est évacuée par la cryogénie, n'y a-t-il pas un risque que l'angoisse se déplace sur un autre objet? Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai parlé de déplacement. Et ce qu'on voit avec les patients chez qui on commence à en parler, c'est que non, en fait. Ils sont nettement plus tranquilles. Mais pourquoi sont-ils plus tranquilles, en fait? Là, je parle de la cryopréservation, mais on peut aussi parler des progrès en médecine, en détail, hein. Mais si vous voulez le fait que, de leur expliquer, mais en détail, pour bien saisir, qu'avec ce que vous pouvez être témoin, avec donc la thérapie cellulaire, la médecine et les modifications épigénétiques, les projets qui vont arriver, comme là, vous l'avez vu certainement récemment, la Russie a fait l'annonce donc d'un traitement par virus oncolytique du cancer. Cette annonce a été faite il y a quelques jours. Donc la Russie va proposer au public, en tout cas aux Russes déjà, un traitement à partir de virus oncolytiques, donc des virus qui attaquent spécifiquement les cancers, pour traiter la majorité des cancers. Ouais, quand vous dites des nouvelles comme ça, qui sont vraies, donc ils en sont à la phase, ils ont fini la phase préclinique, il faudra des années avant que ce soit distribué. Mais c'est des bonnes nouvelles qui peuvent vous montrer qu'il se pourrait fort bien que vous puissiez vivre très longtemps et peut-être à même aller au-delà de l'espérance de vie actuelle. Donc, une nouvelle comme celle-ci, une nouvelle comme Toregem, la compagnie japonaise a fait l'annonce. À partir de 2030-2034, il vous sera possible, par injection directe, de faire repousser les dents. Mais souvent, dans les rêves, on associe les dents à l'angoisse et à la mort quand on perd ses dents dans les rêves. On voit bien qu'il y a quand même une composante un peu anxiogène. Eh bien, en fait,
d'ici 2030-2034, par simple injection in situ, il sera possible de faire repousser les dents. Donc, vous voyez, toutes ces nouvelles comme celle-ci, l'annonce aussi du gouvernement britannique qui aura des tests simples sanguins, juste sanguins, qui pourront dépister la majorité des cancers pour les traiter tout de suite, pour 2027. C'est dans 2 ans. Vous voyez, c'est en discutant avec les patients et avec vous de nouvelles comme celle-ci, on voit que la médecine progresse et ça s'accélère avec l'intelligence artificielle, qu'on peut être optimiste, que vraiment des pathologies qui pourraient vous angoisser, en fait, vous pourrez être traitées très aisément comme autrefois la peste. Vous voyez, il y avait une maladie grave qui faisait très peur. Maintenant, la peste se traite très facilement avec des antibiotiques spécifiques. Eh bien, pareil pour l'hépatite C. Quand j'étais étudiant en médecine, l'hépatite C, ben, ça allait passer en chronicité, risque en fait de cirrhose et de mort. Maintenant, l'hépatite C, depuis 2014, elle se traite sans problème. C'est fini. Ce qu'on nous avait enseigné en médecine quand j'étais étudiant est obsolète. On peut traiter maintenant les patients qui ont l'hépatite C. Donc, ce que je vous dis, c'est pour vous montrer qu'il y a bien une évolution importante de la médecine qui vous montre que des problèmes graves pourront être traités. Et j'espère, en tout cas c'est ce que j'espère, peut-être vous aussi, qu'on pourra même finalement repousser et peut-être même arrêter les processus de vieillissement, parce que c'est des mécanismes spécifiques aussi. Pourquoi les personnes arrêtent de vieillir finalement et considérer le vieillissement comme une pathologie à traiter, et que les personnes ne cesseront de vieillir et pourront ainsi vivre aussi longtemps qu'elles le désirent. C'est un choix. Aussi longtemps qu'elles le désirent. Alors, pour répondre à la question tout à l'heure, quel traitement? Oui. Donc, voilà. Ah, c'est la paroxétine, d'accord. Donc la paroxétine, c'est un antidépresseur qui peut être un peu sédatif. Donc c'est très utile chez les patients qui sont anxieux, effectivement. Et ça peut être très efficace puisque cet effet sédatif peut vous libérer, comme c'est votre cas, et je suis très content pour vous, complètement de l'anxiété. Donc vous voyez, on ne fait pas seulement de la psychothérapie, donc avec un psychiatre et dans un hôpital ou en clinique ou dans un cabinet, hein, mais on peut combiner psychothérapie et traitements psychotropes comme les antidépresseurs, comme les anxiolytiques ou d'autres traitements, même psychédéliques. C'est ce qu'on fait avec la kétamine, hein, qui est un traitement psychédélique, et dans certains services, c'est la psilocybine des champignons magiques. Donc vous pouvez utiliser des méthodes thérapeutiques ou psychothérapeutiques ou des méthodes chimiques, voilà, comme c'est votre cas. Et tant mieux, c'est fantastique. Bonne nouvelle. Je retiens aussi. Est-ce que l'angoisse que l'on subit par la mort d'un proche est en fait actionnée presque égoïstement au renvoi à sa propre mort? Je pense que la réponse est non. Il y a le vide laissé par la perte. Alors, c'est une très bonne question. Encore une fois, vous n'avez que des bonnes questions. Donc, en fait, si. Parce que si la mort d'un proche, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle va perturber votre façon dont vous gérez la mort. Je vous l'ai dit, par la religion, par des croyances, par le fait qu'on se dit qu'on est en bonne santé, par le fait que on dit qu'on va à des grands projets. Mais quand on voit un proche mourir, ça perturbe cette façon, je vous l'ai dit, qui est biaisée, donc, de gérer sa mort pour soi. Et ça montre que ben non, ben, ma gestion, elle n'est pas bonne, elle n'est pas réaliste, puisqu'effectivement, un proche vient de mourir, ben, ça va m'arriver aussi. Donc si effectivement donc le décès d'un proche va remettre en question votre gestion de la mort et peut provoquer très normalement des inquiétudes qu'il va falloir gérer, soit en accentuant encore plus, je vais me lancer dans des projets, je vais plus y penser, ou alors la spiritualité, je vais me lancer dans une religion, etc. Donc, voilà. Ou alors se concentrer, comme je suis en train de vous le dire, sur des nouveaux moyens concrets. Donc, c'est pas la croyance, c'est pas la religion, c'est pas une erreur de raisonnement, c'est des projets scientifiques concrets qui se passent maintenant pour gérer votre anxiété de la mort. Est-ce que tu as le sentiment que ces dernières années, on sait que ça draine beaucoup d'argent, beaucoup de recherches, beaucoup de grands noms de la tech américaine sont sur ces questions, du prolongement de la vie, tout à fait. Ah, oui. Et du transhumanisme. Et pas n'importe qui, j'en profite pour le dire. Sam Altman, donc de ChatGPT, a investi dans Retro Bioscience, qui est un laboratoire de recherche pour prolonger la vie. Et Jeff Bezos d'Amazon a investi dans Altos Labs, où c'est pareil. C'est des laboratoires de recherche qui emploient à grands frais des chercheurs dans les domaines divers pour justement trouver les moyens de prolonger la vie au-delà de l'espérance de vie naturelle, c'est-à-dire vivre 150, 200, 300, 400 ans. Ça va remettre en question notre société, hein. Quand on aura des personnes qui auront 400 ans, mais qui ont le physique d'une personne de 30 ans ou de 20 ans, ça va changer beaucoup de choses dans le fonctionnement de notre société. Donc ça soulève des questions sociologiques et des questions éthiques aussi.
complètement, qu'on va aborder un tout petit peu par la suite si on a moins de questions, on a d'autres questions. Mais est-ce que, et puis il y a le travail des hôpitaux évidemment, et puis à travers le monde qui, eux, à faire une recherche sur comment lutter contre le vieillissement, comment améliorer les maladies, la lutte contre le cancer, etc., Absolument. contribuent très très grandement aussi à ce débat et à ces recherches. Tout à fait. Est-ce que tu as le sentiment quand même qu'on avance, qu'on fait des découvertes exceptionnelles, plus importantes encore que lors des 50 premières années du siècle, par exemple, grâce aux technologies, par exemple aux neurosciences aussi, aux radios, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'on fait vraiment des grands bonds actuellement sur ces questions du prolongement de la vie? Dans ta question, oui, je suis d'accord avec toi dans ce que tu impliques. C'est-à-dire que les progrès s'accélèrent, parce qu'on est plus nombreux. Au 19e siècle, on n'était pas à 8 milliards. 8 milliards, ça peut faire peur, mais l'avantage quand même qu'on soit 8 milliards, c'est qu'il y a encore plus d'ingénieurs, encore plus de scientifiques, encore plus de techniciens qui font avancer la science. Donc déjà, il y a ça. Il y a l'IA qui accélère tout. L'IA, on s'en sert aussi, je m'en sers aussi, et tous les chercheurs s'en servent, beaucoup de chercheurs s'en servent. Ça va accélérer les progrès. Et enfin, c'est parce qu'on a beaucoup plus d'outils. Donc, et vous le voyez avec les nouvelles que je vous ai indiquées, encore une autre. Donc, il y a une société qui va... Alors je crois qu'elle est chinoise. Chinoise, c'est ça, qui va à partir de 2030 faire un vaccin donc, pour traiter le mélanome. Donc le mélanome est un cancer très agressif de la peau, qui est très difficile à traiter. On le traite mieux maintenant grâce à l'immunothérapie. C'est pas encore parfait, mais c'est déjà mieux que la chimiothérapie. Voilà. Et à partir de 2030-2035, il y aura un vaccin donc, pour traiter très facilement donc, les mélanomes. Donc vous voyez, quand on est témoin de ça, quand on voit ce qui s'est déjà passé dans le passé, je vous l'ai dit, le traitement de l'hépatite C, par exemple, voilà, c'est un bon exemple. Les cœurs artificiels, le cœur Carmat, que vous avez vu l'année dernière, eh bien, quand on observe déjà le passé proche et qu'on voit ce qui est à venir, on se rend compte que oui, ça va s'accélérer considérablement pour que tout le monde soit en bonne santé et puisse vivre plus longtemps en bonne santé. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'argent qui coule dans cette. Ah oui, il y a des sommes considérables, mais tant mieux. Ouais, mieux vaut investir là-dedans que dans la guerre, vous voyez. Alors, j'ai perdu mon meilleur ami à 17 ans et maintenant, à chaque enterrement, j'ai l'impression de revivre un peu ce deuil que je n'ai jamais vraiment réussi à faire. Comment on peut... D'abord, est-ce qu'on peut se préparer à la mort? Et comment faire le deuil? Oui, alors ça, donc un deuil normal, déjà commençons par le deuil normal. Un deuil normal, c'est 6 mois à 1 an. Ouais, c'est long déjà. Un deuil normal, il faut 6 mois à 1 an pour vraiment intégrer la perte d'un proche, vraiment pouvoir de nouveau être léger et y penser moins. Voilà. Ça prend du temps. Et ce qui est important dans cette phase, pour répondre à votre question, parce qu'on en voit des personnes qui ont des troubles du deuil, justement, qui ont un deuil pathologique, c'est-à-dire qui dépassent les 1 an. Au bout de 2-3 ans, ils sont toujours en deuil. Ah oui, c'est pas normal. Bon. Donc, c'est effectivement, au moment où la personne s'en va, ou peu de temps après où elle s'en va, c'est vraiment de parler. On va vraiment le dire, je suis avec toi, tu peux partir, je t'accompagne, je suis là, tu peux y aller, je pense à toi, je suis là de prendre la main. Vous voyez, toute cette phase où vous discutez avec la personne sur le point de décéder, où vous exprimez vos sentiments oralement, à haute voix, comme je fais, c'est aussi une phase qui est très utile pour le deuil. Et après, quand la personne est décédée, c'est bien sûr de ne pas hésiter à en parler et de pleurer. C'est pas grave d'en pleurer. Il ne faut vraiment pas vous dire non, je vais rester fort et tout. Je vais vraiment, voilà, je suis fort, je vais me remettre très facilement et je ne vais plus en parler, je vais plus faire attention, surtout pas. Si vous faites ça, vous prolongez le deuil. Il faut au contraire l'exprimer à vos proches, pas hésiter à en pleurer, même pendant des semaines, c'est normal. Prendre aucune décision hâtive, ça c'est aussi le piège. Aucune décision hâtive. Il est mort, je vais déménager, je vais vendre les meubles, je vais changer de métier. Surtout dans cette phase de 6 mois à 1 an, ne prendre aucune décision hâtive qui pourront mener à des regrets plus tard. Voilà. Et après, on est là pour vous aider, bien sûr, psychologue, psychiatre, dans les cas de deuil pathologique, pour vous accompagner et vous donner les bonnes méthodes, ce que je vous ai dit, mais en plus détaillé, pour passer cette phase qui bien sûr, est difficile pour beaucoup d'entre nous. Est-ce qu'on peut se préparer à sa propre mort? Alors, eh bien oui, pour se préparer à sa propre mort, c'est faire des démarches à l'avance qui vont vous rassurer. Et la cryopréservation en fait partie. Bon, ça va être, allez, je vais me lancer pour la cryopréservation, je vais tout préparer, je vais souscrire, je vais écouter les conférences, je vais payer pour ça soit en avance, soit faire une réserve. Comme ça, je suis assuré, tout est préparé, tout est cadré, pour que lorsque je vais mourir, eh bien, tout sera préparé en avance, je n'aurai à m'occuper de rien, on s'occupera de moi pour que je puisse être réanimé.
Voilà une façon de pouvoir préparer votre décès prochain, que je n'espère pas, et peut-être que vous ne l'aurez pas, c'est ce que j'espère aussi, pour être déjà moins anxieux. Et c'est ce qui se passe, si vous voulez. Quand vous savez qu'il y a un projet concret, vous voyez, pas un truc lointain, symbolique, vague et religieux pour les personnes qui sont athées, donc pour les non-croyants, ben, la cryopréservation est une solution parce que vous avez une solution concrète. C'est concret, c'est là, il y a des centres. Il y a un centre en Suisse où je suis allé former. Il y a des médecins qui sont là, donc concrètes, professionnels, qui est plausible. Donc, je ne dis pas qu'il y a 100% de chances pour que vous soyez réanimé, mais c'est une chance concrète qui est là, que plus tard, après votre décès, 50 à 100 ans plus tard, quand la médecine a fait des progrès, vous puissiez être réanimé. Donc, si vous voulez, c'est une chance réelle, plutôt que l'alternative, qui est votre cerveau se dégrade et disparaît, et là, il y a zéro chance que vous soyez réanimé. Donc, entre avoir une certaine chance avec la cryopréservation et zéro chance quand votre cerveau est totalement détruit, eh bien, pour moi, le choix est déjà fait. Et vous? Bonne question à se poser. En Corée, il existe une cérémonie de mise en scène de sa propre mort. Qu'en pensez-vous à propos du faux enterrement? Est-ce un danger ou une approche intéressante? C'est une très bonne question. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Bon, à Taïwan, c'est ce qu'ils font pour les proches, c'est-à-dire que pour une mère de famille qui avait perdu sa petite fille, ils avaient recréé pour la mère une expérience en réalité virtuelle où elle voyait sa fille en réalité virtuelle, sa fille qui était morte, hein, qui n'était plus là. Mais en réalité virtuelle, ils avaient reproduit physiquement parfaitement la petite fille, ainsi que sa voix, ses vêtements, pour que la mère puisse lui faire ses adieux. Vous voyez qu'elle n'avait pas pu exprimer. Là, ça l'a aidé en réalité virtuelle à faire le deuil de sa petite fille. Mais quand c'est vous-même, alors là, c'est une très bonne question de recherche. Je vous avoue que je ne sais pas. Il faudrait le mesurer. Il faudrait faire une étude dessus, sur une trentaine de sujets, pour voir si, avant-après, ça les aide effectivement en organisant leur propre, leur propre enterrement en réalité virtuelle, si ça marche ou pas. J'avoue que je ne sais pas. Je trouve ça surprenant, mais à vérifier, à tester, à voir ce que pourraient donner les études qui doivent être faites pour vérifier l'effet. C'est clair. Si la mort permet de donner un sens à la vie, dans le fait de s'accomplir en vue d'une fin, sinon on devient immortel ou possibilité de choisir, n'est-ce pas un risque dans le but de l'existence? Il y avait une autre remarque tout à l'heure sur l'intérêt de devenir immortel. C'est une vraie question. Tu as tout à fait raison de le dire, et c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est un choix. Si pour vous, s'il y a des personnes qui ne veulent pas vivre plus longtemps que 80 ans, c'est l'espérance de vie pour les hommes en France, et pour les femmes, c'est 82 ans en France. En Belgique, c'est pareil, c'est 80 ans, et en Suisse, c'est 82 ans. En tout cas, s'ils ne veulent pas vivre plus longtemps que ça, mais c'est leur choix, il n'y a aucun problème. C'est pas d'imposer quoi que ce soit. Hein. Mais c'est pour ceux qui, par contre, qui veulent vivre plus longtemps, leur laisser ce choix. Et ça, c'est important en psychiatrie. Je l'ai bien compris en voyant beaucoup de patients qui sont anxieux, c'est l'importance du choix. Quand on a un choix, quand on peut prendre soi-même une décision et pas qu'on vous l'impose, ça calme beaucoup d'anxiété. Et c'est ce que, à mon sens, je trouve que la cryopréservation offre, c'est un choix. Au moins, vous pouvez choisir. Je tente ce coup-là ou je ne le fais pas. Voilà. Alors que sinon, si c'est de manière traditionnelle, vous n'avez pas de choix, vous mourrez, point. Donc je pense que ce choix, que vous n'êtes pas obligé, donc vous pouvez choisir, hein, justement, et bien, qui n'est pas imposé, est important. Même principe pour le prolongement de la vie. On peut faire le choix de vivre 400 ans, voilà. Vous pouvez faire le choix de ne pas le faire. Personne n'impose. Donc chacun fait ce qu'il préfère en fonction de sa philosophie, qui doit être respectée, et en fonction de ses vœux, qui doivent être respectés. Et là, on rejoint la cryopréservation. C'est faire respecter les vœux d'une personne qui veulent se faire cryopréserver. Je dis ça parce que si c'est fait de manière précipitée, la cryopréservation est faite de manière précipitée au dernier moment, comme il y a eu un cas en France, donc il n'y a pas très longtemps, voilà, c'est que la famille peut s'y opposer. Donc la personne veut être cryopréservée, elle n'a pas prévenu sa famille, et une fois qu'elle est décédée, on est prévenu, mais la famille dit: ah non, 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 pas question, c'est pas ma croyance, ça va pas, ne cryopréservez pas ma fille, mon frère, mon fils. Et là, voilà, là, on perd du temps, et là, c'est. Moi, j'ai une question pour savoir d'abord si il existe dans la nature des êtres vivants ou des animaux qui vieillissent très lentement ou qui ressuscitent. Alors, tu as raison, c'est une très bonne question. Parce que ça répond à la question, est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Ça, c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Il y a deux choses à répondre à ça. C'est que, un, les animaux le font déjà.
sur d'autres planètes. Hein. Ah bon? La grenouille des forêts qu'on trouve en Alaska, eh bien, elle, donc, 70% de son corps peut se congeler. Elle peut vivre à la température de -3, -6 jusqu'à -16 degrés pendant l'hiver. Son cœur s'arrête, c'est un point important. Donc, pendant des mois, son cœur ne fonctionne plus. 70% de son corps est congelé. Et à l'arrivée du printemps, quand la température se réchauffe, son corps se réchauffe, le cœur redémarre et elle vit. Donc, dans la nature, la grenouille des forêts, vous avez la preuve que des organismes le font déjà. Et voilà. Et tu m'avais parlé d'une anecdote incroyable aussi de cette dame qui était tombée voilà, tout à en fait. Suède dans la glace. Chez les humains, ça peut arriver, mais de manière accidentelle et quand même pas sur des mois. Mais effectivement, vous avez quand même cette Norvégienne, Anna Bagelholm, donc, qui faisait du ski en Norvège, sur une rivière qui s'est fissurée, elle est tombée dans la rivière. Une grande partie de son corps était dans l'eau glacée, elle pouvait quand même émerger la tête pour respirer, mais son corps se refroidissait vite puisqu'il est très exposé à l'eau glacée. Et il n'y avait personne qui arrivait à l'extraire. Hypothermie, arrêt cardiaque par hypothermie. Arrêt cardiaque. Hein. Donc légalement, elle est morte, puisque son cœur s'est arrêté, et pendant des heures. Vous voyez, il faut bien distinguer ce qui est légal et ce qui est biologique. Donc, et en fait, ils ont réussi à l'extraire au bout de plusieurs heures en arrêt cardiaque. Hein, à la ramener à l'hôpital, à faire un réchauffement progressif en réanimation. Donc, et le cœur est reparti. Donc, elle a pu retrouver la vie après plus de 3h15, 3h15 en arrêt cardiaque. Voilà. C'est pour ça qu'en réanimation, les réanimateurs et les anesthésistes le savent, une personne qui est en hypothermie, il ne faut pas s'arrêter au bout de 5 minutes à faire la réanimation. Il faut continuer pendant plusieurs heures. Il y a des chances pour que le cœur reparte sur une personne en hypothermie. Ce qui était son cas. Et au cas où vous vous posez la question, elle a conservé parfaitement tout son intellect. Il se trouve qu'elle est médecin, elle est radiologue, elle a pu reprendre son travail dans l'hôpital qu'il avait sauvé de radiologue. C'est incroyable. Voilà. Vous voyez, chez les humains, c'est possible dans quelques heures. On a des circonstances particulières. Il y a vraiment en hypothermie dès le départ. Et dans les organismes, c'est possible. Et maintenant, je réponds à ta question sur l'immortalité. On trouve des organismes immortels. Ah bon? Le homard. Le homard ne meurt pas. Ah bon? Absolument. Il grandit à l'infini. Donc, récemment, ils avaient publié, vous pouvez la trouver sur Internet, donc, un article qui montrait un homard de 170 ans. Le homard est gigantesque. Il continue leur croissance sans que la mort survienne. Donc, au bout de 170 ans, vous avez un homard d'une taille énorme. Les homards ne vieillissent pas. Donc, ils vont parfois mourir parce qu'ils sont pêchés, ou parce qu'ils sont attaqués par des prédateurs, ou par une pathologie, mais naturellement, ils ne vieillissent pas. Ils grandissent. Vous voyez, donc dans la nature, on a déjà des cas, en fait, d'immortalité. D'accord, c'est une découverte, le homard, vous ne savez pas. Ah voilà. Extraordinaire. Et alors, Regarde, je sais pas pendant 100 ans, on en reparle. J'imagine que c'est l'animal le plus étudié de la planète. En partie. Et alors, donc, pour finir, n'hésitez pas à poser vos questions parce que là, moi j'ai plein de questions. Alors, je m'écris la salamandre. La salamandre, oui, c'est l'axolote. Vous savez, l'axolote, et oui, oui, l'axolote peut effectivement donc, revenir à un état plus antérieur et donc recréer des organes qui sont manquants. S'il perd son œil par un accident ou par une pathologie, il peut recréer son organe entier. Parce que les cellules différenciées reviennent à un état de cellules souches. C'est aussi l'avenir de la médecine, les cellules souches. Hein. Le traitement de l'Alzheimer par cellules souches. Mais voilà encore une nouvelle que j'avais lue, c'est que à partir de 2029, va être proposé aux patients diabétiques des greffes de cellules souches dans leur pancréas pour qu'ils soient plus diabétiques. 2029. Eh oui. Donc avec effectivement donc, la médecine régénérative, avec les cellules souches qu'on trouve pour l'axolote, pour qu'il régénère son œil, il fait ça naturellement, eh bien, donc, on voit bien que c'est ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est pour ça que la cryopréservation ne sera peut-être même pas nécessaire pour certains d'entre vous. Peut-être que si vous êtes très jeune, si vous avez 20, 30, 40 ans, il est fort possible que quand vous aurez 60 ans, 70 ans, vous puissiez déjà bénéficier d'une médecine qui va retarder votre vieillissement, voire vous rendre immortel. Que vous n'aurez jamais besoin de la cryopréservation pour vivre des siècles. Mais chez les personnes qui sont déjà un peu âgées, qui ont 60, 70 ans, 80 ans, ou chez les personnes qui ont peur d'avoir un accident, là, par contre, la cryopréservation prend son sens parce qu'il va bien falloir
vous cryopréserver pour que vous puissiez bénéficier de ces avancées, si tel est votre choix. Eh bien, alors, on nous fait une remarque, les nématodes qu'on trouve dans le sable, ça permet de régénérer le sang aussi. En tout cas, ça aide pour éviter les rejets de graines. Oui, alors vous avez certains nématodes, vous avez raison, je pense à C. elegans, qui peut même être cryopréservé. Ça avait été démontré par l'équipe de Ramon Risco, je crois, hein, qui a été publié il n'y a pas très longtemps. Donc, ils ont pris une nématode comme l'élégance, la C. elegans, et ils l'ont cryopréservé pendant plusieurs mois. Et après, en utilisant une méthode de nano-warming, d'ultrasons, ils ont pu la réchauffer et elle était vivante. Donc, on peut déjà même cryopréserver des organismes simples et réanimer comme la C. elegans, donc la nématode, et ça marche. Vous voyez, on n'est pas loin. Il faut le faire sur un corps humain. Ah ben dis donc, ça donne beaucoup d'espoir pour ceux qui aimeraient vivre très longtemps, voire être immortels. Par contre, ça pose des problèmes éthiques. Alors, ça pose des problèmes éthiques, mais déjà, je réponds à une question qu'on n'a pas répondu, c'est pourquoi des personnes voudraient vivre plus longtemps? Ouais. Je pense que ceux qui veulent vivre plus longtemps ont déjà la réponse à cette question. Mais je vais vous dire, ce qu'on me dit moi, c'est vivre plus longtemps, mais simplement pour pouvoir profiter de la vie, continuer à s'amuser, continuer, je sais pas, à jouer aux jeux vidéo, à faire du surf, à faire du football, à voir des amis, à faire des voyages. Pour certains, ça va être ça, continuer à profiter de la vie, en bonne santé. Voilà. Pour d'autres, ça va être des choses différentes. Ça va être parce que j'ai des projets, comme là c'est plus mon cas, hein, de partir dans les étoiles, d'explorer la galaxie, d'aller sur d'autres planètes. Vous voyez bien que c'est pas possible à l'heure actuelle. Mais dans 3, 4, 5, 6 siècles, ce sera peut-être possible. Et en tous les cas, la cryopréservation, vous voyez, a aussi un autre intérêt, c'est pouvoir faire des voyages très lointains. Si votre voyage il prend 2 siècles, ce qu'on voit un petit peu dans Avatar et un petit peu dans Alien, il va falloir que vous vous cryopréservez parce que vous n'allez pas rester dans votre vaisseau pendant 2 siècles. Voilà, donc des rêves comme ça, de pouvoir voyager dans l'espace. D'autres, ça peut être des raisons différentes, ça peut être de continuer un grand projet. Ils ont un grand projet, peut-être qu'il va prendre 50 à 60 ans et vous voudrez pouvoir le continuer. Moi, ça peut être des projets, ça peut être des rêves, ça peut être des idées, ou ça peut être des choses plus simples comme je veux juste continuer à profiter de la vie. Ça me plaît. Et alors ouais, moi je vois tout à fait l'intérêt que ça peut revêtir d'être immortel. Mais par contre, j'imagine que les États, pour les autorités sanitaires, en tous les cas, est-ce qu'il y a des travaux de recherche qui sont engagés sur cette question de la cryopréservation ou est-ce que ça relève du domaine privé finalement et si ça relève du domaine privé, il y aura forcément une inégalité d'accès à ces technologies par l'argent. Alors, tu parles de la recherche là ou tu parles juste de la partie Alors, j'aimerais savoir déjà sur la partie recherche si des hôpitaux sont impliqués sur la cryopréservation applicable à l'immortalité et pas nécessairement dans les domaines dans lesquels elle est déjà utilisée, la technique. Est-ce qu'ils font des recherches en ce sens-là autour de l'immortalité dans le domaine public Alors, si c'est l'immortalité, comme j'expliquais, par la médecine régénérative, oui. Si tu parles de la cryopréservation, en France, non. Okay. Les cas où on peut trouver vraiment des centres de cryopréservation associés directement aux hôpitaux ou aux universités, j'en connais qu'un seul, c'est en Chine. Le Yingfang Institute est au cœur, donc l'endroit où les Chinois se font cryopréserver, est au cœur d'une université et d'un hôpital universitaire. Okay. Ah, c'est très fort, les Chinois, bravo. Mais c'est le seul exemple. Okay. Sinon, non, c'est des fondations ou des compagnies privées. La partie légale, vous le savez, en France, en Belgique, c'est un peu différent, et en Suisse, par contre, il n'y a aucun problème, hein, les Suisses sont très ouverts d'esprit, mais en France et en Belgique, le problème, c'est que, en plus en France, c'est que vous n'avez que 2 possibilités légalement, vous savez, hein, c'est soit l'inhumation, soit la crémation. La cryopréservation n'est pas légalement reconnue. Hein. En tout cas, c'est ça qui est important, donc c'est que, voilà, j'espère que dans le futur, on travaille avec une avocate, et on va pouvoir faire avancer ce dossier, peut-être avec les députés, quand ils seront un peu moins occupés avec notre gouvernement qui vient de tomber, n'est-ce pas? On a fait encore plus fort que la Belgique. Hein. Pourront enfin légaliser, comme c'est le cas en Suisse, hein, les Suisses l'ont fait, pour qu'il n'y ait plus cette ambiguïté, parce que, toujours pareil, c'est comme l'euthanasie, il faut offrir ce choix, chacun est libre de choisir. Il ne faut pas interdire les choix s'ils ne provoquent pas de mal à autrui, vous voyez ce que je veux dire? Il faut laisser le choix. Donc, j'espère qu'un jour la France le fera, et on fera les démarches auprès des députés pour les informer, et j'espère qu'un jour ils voteront un décret pour l'autoriser. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui se passe légalement en France.
Ouais, Et puis qui des sont questions qui sont qui éthiques sont à pas se fermées. poser Et des probablement questions aussi. éthiques, bien sûr, qui sont nombreuses. C'est par exemple, en éthique, ça va être: est-ce que vraiment on est plus de 8 milliards sur Ouais, terre? c'est Est-ce ça. que vraiment il faut que les gens vivent plus longtemps? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on cryopréserve des personnes si on est plus de 8 milliards sur terre? Ouais, c'est une question éthique, ça. Oui, c'est la question que peut se poser un gouvernement ou bien une population dans son Ou ensemble, hein. des Est-ce que, personnes, enfin, absolument. si on préserve, cryopréserve tout le monde et qu'on fait que s'accroître et se multiplier, Voilà. à un moment donné, où est-ce qu'on arrête Exactement, il y a le des problèmes chômage? écologiques, etc. J'ai des réponses à ces questions, bien Ah sûr, oui, hein. bien sûr, mais on ne va pas les aborder tout de suite, mais Mais en c'est tous une les question cas, éthique. le sujet est passionnant. Alors voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de remarques, plus que de questions. On vous remercie infiniment pour votre participation à tous. Il y a eu beaucoup de Les compliments. méduses, ouais, les méduses, effectivement, il y a des méduses qui sont immortelles, vous avez raison, hein, Ouais. qui peuvent revenir à un état antérieur pour se régénérer complètement quand elles sont blessées. Donc l'immortalité, ça vaut aussi sur les méduses. Donc, vous avez raison. Voilà, et on a Ah, eu beaucoup. le capitalisme. Ça va loin. Bon, on va pas, c'est une vaste question hein, à débattre. En tous les cas, il y a eu beaucoup de compliments aussi sur le fait que vous étiez un super médecin, un super Ah docteur. bah Donc, je vous ça, les bah, tant mieux, relève, hein, donc c'est vous chouette. pourrez voir dans les commentaires. Merci à tous pour votre participation. Et puis, on espère vous avoir donné un peu voilà, d'espoir et de moyens de lutter contre l'anxiété de la mort. Absolument. Et on vous renvoie également à la conférence du docteur Malbos qui figure sur le site et la chaîne YouTube de la Psy du Soleil sur l'angoisse de la mort et la cryopréservation pour plus d'informations. Un exposé Absolument. en bonne et due forme, très détaillé et très intéressant. Le service public est là pour vous aider. Vous payez des impôts pour qu'on vous aide. Exactement, il faut vulgariser l'état des connaissances. On espère que ça vous a intéressé. À très bientôt, à la semaine prochaine si vous le souhaitez, pour poser vos questions sur la santé mentale et la psychiatrie. Merci à tous. À bientôt.
qui le font. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent vous chercher à l'hôpital, avec une ambulance, comme je l'ai dit, ou ils viennent vous chercher chez vous. Mais c'est des fondations à but non lucratif, ou parfois lucratif. Hein. Il y a donc parfois des investisseurs, hein, comme le français récemment, j'ai oublié son nom, qui a investi dans Tout le monde Stéris, par exemple, qui peuvent être derrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'ambulance vient vous chercher et après vous amène en Suisse, parce que vous ne pourrez pas vous faire cryopréserver complètement en France. Il va falloir que les procédures se fassent, les procédures finales se fassent en Suisse. Ça marche également par le don du corps à la science. Donc concrètement, également, vous donnez votre corps à la science, ce qui est aussi plausible, parce que en même temps que vous êtes cryopréservé, on mesure des données pour faire avancer la recherche. Les patients qui sont cryopréservés à thrombosthésis, on leur fait un scanner cérébral quand ils arrivent sur place pour vérifier si les méthodologies en place fonctionnent bien et voir si on ne peut pas les améliorer. Pour moi, c'est aussi un projet scientifique, ce n'est pas juste quelque chose, on préserve, puis voilà. Donc, et ça veut dire que nous, concrètement, quand on arrive sur place, vous voyez, il vaut mieux que moi, en tant que médecin, une fois que j'ai signé le certificat de décès, je sois idéalement avec un thanatopracteur qui, lui, va pouvoir légalement faire des gestes sur une personne légalement décédée. Donc, idéalement, légalement en France, il faudrait qu'un médecin, des volontaires et un thanatopracteur, thanatopractice soient présents pour que vraiment on soit bien protégé sur le plan légal. Donc, il y a plein de progrès, du coup, au niveau légal. Je finis juste sur une chose, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord. Vous avez un Discord Cryosphère, donc Cryosphere, Cryosphère. Vous avez toutes les patients dans le monde
qui s'intéressent à la cryopréservation. Et vous avez des drapeaux, donc vous pouvez aller sur la partie française pour parler en français, vous pouvez poser vos questions. Je pourrais aussi y répondre sur Cryosphère si vous voulez. Voilà. Vous avez aussi l'association Cryonix de France, donc la Société Cryonix de France, qui rassemble toutes les personnes qui sont intéressées ou curieuses, hein, ça peut pas être juste curieux, ou qui ont l'intention de se faire cryopréserver. Donc, vous pouvez vous inscrire ou simplement vous poser des questions. Moi, le prochain entraînement que je vais faire, c'est à Ravs, donc en Suisse. Je vais encore une fois me reformer de nouveau pour bien maintenir mes connaissances auprès du docteur Kandiora, donc à Toulon Biosthesis. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, si vous voulez venir en Suisse pour assister aux conférences, rencontrer les personnes gratuitement qui sont responsables du site, voir comment ça marche, juste par curiosité. Et bien, vous êtes aussi les bienvenus. Vous pouvez aller sur le site de Tomorrow Biosthesis, ou donc vous pouvez vous enregistrer si vous voulez venir à RAFS. Je serai en tout cas pour me former. Et donc, vous avez toutes ces possibilités qui s'offrent à vous.